Salut, ici Maps! Aujourd'hui on se parle de mes lectures du mois d'août. J'ai commencé le mois d'août avec un classique qui me faisait affreusement peur, soit Madame Bovary de Gustave Flaubert. Je me disais, il y a une forte possibilité que je ne le termine pas, que je l'abandonne, que je le DNF en bon jargon booktube. Et c'est ça qui s'est passé malheureusement. J'ai lu 7 chapitres. Je vous dirais que je trouvais ça plus actif. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus laborieux que les 7 chapitres que j'ai lus. Il y avait quand même de l'action, il se passait quand même plusieurs choses, mais j'avais pas plaisir à lire ce livre-là. Donc, je pourrais même pas vous en faire un résumé. Tout ce que j'ai lu, c'est le début de la nouvelle Madame Bovary et c'est tout. Je me doute qu'il se passe beaucoup plus de choses que je n'ai pas lues, mais malheureusement, vu que je lis essentiellement, uniquement pour le plaisir, j'ai décidé que pour mon bien, j'allais juste l'abandonner. Donc, ma première vraie lecture du mois d'août a été celle-ci, L'île aux abeilles noires d'André Christensen. Ce livre, ma foi, c'est un ouvrage dont je ne sais pas comment vous décrire. C'est 3 familles. On suit 3 familles à l'intérieur de ce livre-là qui sont sur cette île aux abeilles noires qui est dans l'ouest de l'Écosse. Une île que personne vraiment connaît, c'est des rapatriés, des gens perdus, des gens qui savaient même pas que cette île existait, qui arrivent là à un moment précis. Eux, c'est pas mal après la Seconde Guerre mondiale, dans ces années-là, qu'ils y arrivent, et on suit, ma foi, là, ces 3 familles-là. Les familles ont des parcours différents, on va voir aussi la naissance des enfants et on va suivre le cheminement de ces 3 familles-là tout au long du livre. Je sais pas comment vous dire plus, parce que ce livre-là, je pense pas que c'est un livre basé sur les personnages. Il y en a trop. Il y a vraiment beaucoup de personnages pour que l'intérêt principal soit le fait qu'on cheer, qu'on ait beaucoup d'espoir, qu'on soit investi dans les vies de ces personnages-là. Il y en a trop, on mélange un petit peu tout. Même s'il y a certains filons qui sont bien définis, c'est pas facile d'être vraiment attaché à toutes ces personnes-là. Donc je pense pas que c'est un livre qui veut faire en sorte qu'on s'attache énormément aux personnages. Je pense pas que c'est un character-driven book. Vous comprenez? L'autre possibilité, c'est l'histoire. Mais ça encore, dès le départ, on sait pas où ça s'en va. Puis même à la fin, on se doutait pas que ça allait arrêter là. Puis il y a pas vraiment d'éléments déclencheurs, il y a pas vraiment de péripéties. C'est la vie de ces personnages-là et il y a rien qui démontre un schéma narratif classique. Donc, je pense pas que c'est non plus l'histoire, parce que si on attend après une quelconque résolution de quelque chose, ça n'arrivera pas. Donc, je me suis dit peut-être que ce livre-là, c'est comme un livre d'ambiance. Parce que, pour l'ambiance, c'est quand même assez particulier. Il y a un volet scientifique très poussé, un vocabulaire, ma foi, assez élaboré. Il n'y a pas juste les abeilles dans le titre, c'est omniprésent, les parallèles, les métaphores, les exemples, tout est autour des abeilles tout le temps. Et on voit que l'autrice sait de quoi elle parle, elle s'y connaît, c'est en profondeur, et c'est bien réussi de sa part. Ça m'a fait un petit peu penser à certains ouvrages. Je sais pas, il y en a un qui me vient vraiment en tête avec des oiseaux, puis il s'assurait de quel type d'oiseau revenait à chaque fois, combien il y en avait. Je sais pas si c'est dans Les Déferlantes de Claudie Galley que j'ai lu, qui avait un aspect comme ça. Sinon, il y a Les Crépuscules de la Yellowstone de Louis Hamelin que j'avais lu, mais lui, c'était beaucoup plus la chasse, mais il y avait quelque chose de très scientifique aussi, parce qu'il les nommait, puis il les recensait et tout ça. Il y a un livre, un ouvrage qui m'a vraiment beaucoup fait penser à ça. Je sais pas c'est lequel. Je pense que c'est Les Déferlantes, mais il me semble que ça fait pas si longtemps que je l'ai lu. D'un autre côté, outre le volet scientifique, il y a quelque chose d'un peu réalisme magique. Dans le sens qu'il se passe des affaires un peu weird. Mais tout le livre est un peu étrange. D'ailleurs, si vous avez des sensibilités, je vous dirais un thème qui se passe dans Fleurs captives, ben, ça se passe aussi à la fin de tout ça. Hein? Il y a des petites fleurs dans le grenier. Donc, s'il y a des petites choses, il se passe
ben des choses weird, pas légales, problématiques, mais comme dans leur monde à eux, c'est comme... c'est pas que c'est correct, mais ça passe vraiment plus facilement que dans notre monde à eux. Mais en même temps, ils sont comme en symbiose avec les éléments, avec les abeilles. Tu sais, il y en a plusieurs qui sont apiculteurs, puis ça se transmet de père en fils ou en fille. Et ils ont comme une symbiose avec les abeilles. Il y a quelque chose qu'ils réussissent à faire qui est pas naturel. Tu sais, avoir plein d'abeilles partout sur toi puis qui te piquent pas, ou aller dans la ruche puis aller chercher des choses puis tout se passe bien. Tout est un peu étrange. Il y a une symbiose aussi, un personnage avec les oiseaux. Tu sais, c'est proche de la réalité. C'est campé dans la réalité, mais il y a tout le temps un petit soupçon d'éléments étranges autour de tout ça. C'est un ovni comme livre. Je ne sais pas quoi penser de ce livre-là. Pendant un moment, j'avais du plaisir. Puis là, éventuellement, je me suis dit, est-ce que je vais le terminer? Ben, il y avait des petits chapitres, puis ça se lisait quand même, ma foi, assez bien. Parfois, quelques longueurs, des personnages qui m'intéressaient plus que d'autres, des histoires, des moments qui étaient plus intéressants. Et finalement, j'ai terminé l'ouvrage sans trop avoir de difficultés, mais je sais vraiment pas ce que j'en ai pensé, outre que c'était une expérience, ce que j'ai vécu. Donc, si ça vous parle, ça pourrait être pour vous. Je sais pas à qui ce livre-là peut plaire, outre des personnes vraiment d'ambiance et qui se rejoignent dans cet aspect scientifique, réalisme magique. D'ailleurs, en parlant de ça, le début est très scientifique. C'est comme le début du monde, le Big Bang original. Le Big Bang du départ, là. C'est comme ça. Fait que, attendez, les premières pages, vous comprendrez rien de ce qui va se passer, mais les personnages vont arriver éventuellement, puis ça va aller mieux. On fait un peu le saut, quand même. Fait que ça, c'était ma première vraie lecture du début du mois d'août. Par la suite, j'ai continué, terminé une série parce que je sais pas si c'est une trilogie. J'ai essayé d'avoir l'information, mais je suis pas certaine. Si c'est une trilogie, les chroniques post-apocalyptiques d'Annie Bacon. Celui-là, c'est le 3e tome d'Un garçon perdu. C'est une petite série que j'aime beaucoup. J'ai lu le 1er tome pour l'anniversaire de Félicia il y a quelques années. Le 1er tome, j'avais bien aimé, mais sans plus. Mais depuis, à chaque tome, il y a un ajout de personnages et je trouve que ça enrichit beaucoup l'univers. Donc, dans ce 3e tome-là, on suit Atim. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu, je me sais plus c'est quoi, l'affaire du début, le cataclysme, le drame au départ, mais il y a vraiment beaucoup d'humains qui sont morts. Certains, il y avait quelque chose avec de l'eau. Lorsque vous étiez dans l'eau, vous évitiez ces secousses, mais la majorité des gens sont morts. Puis ici, ben, on suit Atim, qui, eux, étaient en dessous du sol durant cette vague de secousses mortelles. Mon Dieu, j'aurais dû ramener mon téléphone, ça me tue de pas me souvenir. En tout cas, dans ce 3e tome-là, on suit Atim, qui est un personnage qu'on a un petit peu entrevu dans le 2e tome, mais à peine. Puis Atim, il a été quand même chanceux dans sa malchance, dans le sens qu'il est resté avec une gang. Il était avec plusieurs de ses amis lorsque ça s'est passé. Ils se sont rendus compte de rien, mais il est pas tout seul, contrairement à d'autres protagonistes qu'on a suivis dans les 2 premiers tomes. Donc, on suit Atim, qui est pas tout à fait d'accord avec la manière que le petit groupe est géré. C'est très violent, c'est très les rois du monde. Puis au fur et à mesure que ça se passe, il ne veut pas s'associer avec eux. Donc, il va s'éloigner tout doucement en espérant trouver d'autres personnes qui ont peut-être des valeurs plus proches de les siennes. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Atim, c'est un personnage bonbon, un protagoniste qui se rend compte qu'il est différent et qu'il veut pas la même chose que tout le monde, mais c'est quand même pas un processus super facile de s'éloigner d'un groupe lorsque vous êtes quelques petits survivants. Donc, vous comprendrez que c'est une série
science-fiction assez jeunesse, je vous dirais. Ça se lit très bien. Il y a une alternance entre le présent et le passé. Les pages noires, c'est ce qui s'est passé là, lors de la secousse. Et puis les pages blanches, c'est tout simplement le présent. Il y a aussi des extraits d'autres personnages. Donc on va resuivre par exemple Armand qui écrit un petit journal. Donc on va avoir les extraits du journal d'Armand. Et on a aussi les listes d'Astrid qu'on a rencontrées dans le premier tome. Donc ça se lit tellement bien. Je lis ce petit livre-là de quelques pages et j'aime vraiment beaucoup la plume de cette autrice-là. Donc si ça vous parle, si vous avez envie d'une petite lecture, ma foi, assez bonbon dans la science-fiction jeunesse, je vous propose des chroniques post-apocalyptiques. Alors, on continue. Je vous l'avais pas dit, mais dans ma pile à lire du mois d'août, j'avais choisi 3 romans franco-ontariens de ma bibliothèque que je voulais lire pendant ce mois-ci. Donc, le premier, c'était L'île aux abeilles noires et les 2 prochains, c'est ceux que je vais vous présenter. Donc, j'ai relu Gabriel Leçon avec son livre Le jour se lèvera. Si vous avez déjà entendu parler de cet auteur, c'est probablement parce que vous connaissez la chaîne Les Lectures de Marjorie. Elle avait parlé d'Hubert le Reste avec, que j'avais moi-même lu l'année dernière. Donc, j'ai réitéré, j'avais acheté 2 livres de Gabriel Leçon la fois que je les avais achetés, je les avais achetés en même temps. Donc, Le jour se lèvera, ici, c'est pas mal difficile comme ouvrage. Ça se passe en 1964, c'est basé sur quelque chose de vrai, des faits véridiques. Ça porte la mention de fiction, de roman, parce que on n'a pas accès complètement aux pensées de ces personnes-là. Et il y a une certaine part de fiction, d'élaboration de comment tout ça s'est passé. Mais je vous avouerai que j'ai l'impression que c'est assez proche de la réalité, le plus proche possible que l'auteur a pu être. Donc oui, les noms sont changés, puis oui, possiblement que ça s'est pas passé exactement comme ça, mais ça sonne pas mal la non-fiction. Donc, en 1964, en Haïti, il y avait le règne de Papa-Doc, qui était vraiment une dictature. Donc, on va suivre un personnage qui se nomme Henri, et qui va s'allier à un certain groupe, à plusieurs personnes d'un groupe qui se nomme Jeune Haïti, qui sont des volontaires pour se soulever contre le règne de Papa-Doc. Donc, ils vont se préparer, il va y avoir des entraînements et tout ça, et éventuellement, ils vont partir en Haïti dans le but de parler aux habitants et de créer un soulèvement. C'est pas quelque chose qui va être facile. Ça va pas se passer tout à fait comme il l'avait prévu. C'est un ouvrage qui arrache pas mal le cœur. Je vous dirais qu'au début, c'est ultra politique. Et moi, c'est pas tant dans mes préférences. Donc, le début, je l'ai trouvé quand même assez laborieux. Je connais pas beaucoup Haïti. Je connais pas beaucoup les enjeux de cette époque-là. Donc, tu sais, je suivais Henri dans les différents groupes qu'il consultait et avec les différentes personnes avec qui il parlait, mais je vous avouerai que, tu sais, au niveau politique, je suis vraiment pas top-notch. Donc, au début, ça a été plus difficile, mais éventuellement, lorsqu'ils sont arrivés à Haïti et qu'ils ont commencé un peu à... Ben, c'est pas la guerre, mais tu sais, il y a des... Lorsque les gens vont se rendre compte qu'ils sont là puis qu'ils veulent faire un soulèvement, ben, ils vont vouloir les tuer, tout simplement. Ça leur fera pas un pli. Et la personne qui est au top de ça veut rien savoir d'un soulèvement, donc on les tue puis on ne pose pas de questions, là. Et ça va être même pire que ça, là, si on les trouve vivants, on les torture et on les rend fous. Donc, c'est un ouvrage en deuxième partie qui est, ma foi, assez difficile et ça termine pas très bien. Donc, je pense que c'est un ouvrage nécessaire malgré tout, mais c'est pas un ouvrage que vous allez trouver facile à lire. Je vous dirais que moi, personnellement, je connais très peu de l'histoire d'Haïti, puis je connaissais pas non plus particulièrement le règne de Papa-Doc. Et ben, j'en ai appris un petit peu plus dans cet ouvrage-là, mais comme je vous dis, c'est pas évident, ça fait pas mal. On s'en va ailleurs, avec le livre Errance de Marité Morin. C'est un ouvrage qui suit en alternance 2 personnages, soit Anaïs et Rod.
Tous les deux sont sur la route, ils ont eu une relation ensemble et c'est terminé là, depuis longtemps, ça commence et c'est terminé. Ils sont sur la route, un peu en recherche d'eux-mêmes, dans une certaine quête. Anaïs, elle écrit beaucoup ces derniers temps, mais il y a comme un certain trou dans une part de son histoire, puis elle s'en souvient pas, donc elle roule pour essayer de se souvenir, puis retrouver un certain sens à sa vie. Puis Rod, ben, il a eu un cancer de la gorge, c'était un chanteur d'opéra très prolifique, donc il a comme perdu son identité au travers de tout ça, et lui aussi il est parti sur la route essayant de se retrouver, de se changer des idées. Donc on va suivre ces deux personnages-là tout au long du livre, et je vais m'arrêter ainsi. Donc, j'en dirai pas plus. C'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. L'écriture est fluide, c'est facile. Je suis embarquée dans ce livre-là, puis j'avais juste le goût de tourner les pages, tu sais, sans m'arrêter. C'était très, très doux comme écriture. J'aimais beaucoup l'alternance aussi. Les chapitres étaient assez courts, donc ça donnait envie là, d'en savoir. Puis il y avait une certaine part de mystère au travers de ce roman-là. Les deux personnages, ils ont un petit quelque chose de mystérieux. Tout de suite, tu sais, on nous pose des questions, mais elles sont sans réponse, donc on doit continuer pour avoir ces dites réponses-là. Il y a un élément surprenant qui est arrivé pas à la fin, peut-être milieu, trois quarts, et rétrospectivement, je me dis, ah, tu sais, j'aurais pu le voir arriver, mais je pense que j'avais tellement de plaisir à juste tout simplement lire que j'ai pas pensé plus que ça. Je me suis pas arrêtée aux détails, je me suis pas arrêtée à scruter à la loupe tout ce qui se passait. Donc, j'ai eu cette petite surprise lorsque j'ai lu cette révélation-là. Et par la suite, tout s'enchaînait quand même bien, puis on comprenait bien le tout. Il y avait quand même d'autres petits questionnements et leur quête était pas terminée malgré tout. Donc, j'ai vraiment bien aimé, j'ai aimé l'ambiance. Au début, ça me faisait un petit peu penser au livre À l'ombre des villages de Valérie Dionne, qui est une enquête policière. Ici, on n'est pas vraiment là-dedans, mais le début, lorsqu'il arrive dans des vieux motels, ça ressemblait un petit peu à ça. Mais c'est vraiment tout doux, malgré tout. C'est vraiment un ouvrage qui nous amène. C'est très à queue. Tu te sens sur l'eau, tu sais, tu te fais bercer par ça. Il n'y a rien de ultra violent, il n'y a rien de ultra choquant dans l'écriture et dans tout ce qui est apporté. Donc, j'ai bien aimé ce petit livre-là, Errance, de Marité Morin. Ok, j'aurais jamais pensé vous dire ça de ma vie, mais j'ai laissé tomber un livre de Samuel Champagne. Je voulais lire Le choix d'une vie, qui est l'histoire de Jordan, 15 ans, qui tombe enceinte, c'est un accident, donc elle est encore à l'école secondaire, puis elle fait le choix de le garder. C'est une prémisse très différente de tout ce que Samuel Champagne écrit habituellement. Il a plutôt tendance à écrire des histoires LGBTQ+, donc c'est la seule, je crois, que cette teneur-là, que ces propos-là, qui parlent de ce sujet-là. Lorsque j'ai commencé à lire l'histoire, en fait, j'aime toujours autant la plume de Samuel Champagne, ça se lit super rapidement. Le problème, c'est que la réalité de la protagoniste et la mienne est la même. Donc, pendant un moment, les deux, on est enceinte. Sauf que ça m'a vraiment troublé les émotions qui étaient véhiculées, puis comment ça se passait, parce que malgré que notre situation soit la même, comment on le vit et le contexte autour est complètement différent. Tu sais, on a affaire à une adolescente un peu tête en l'air, qui prend sa pilule par-ci par-là, puis éventuellement, c'est ça qui va faire en sorte qu'elle va tomber enceinte. Je comprends que le public de ce tabou-là, c'est pas moi, c'est sûrement pour démontrer aux adolescents que avoir un comportement comme ça, ben c'est quelque chose qui peut arriver de tomber enceinte. Donc, comme, tu sais, c'est un peu un warning, tandis que c'est pas moi le public cible, on s'entend. Donc, ça, c'est une chose. Mais ce que je trouvais encore plus difficile, c'est à quel point sa relation avec son chum était toxique. C'est un gars de marde. Elle sort avec lui, mais lui, tout ce qu'il veut, c'est du sexe. Il y a 15 ans. J'étais un peu outrée. Puis même ses amis, c'est des amis super dégueulasses. Je veux dire, dès qu'elle va le savoir, les amis
les amis qu'elle a vont toutes se mettre à être contre elle ou à faire des trucs plates. Lorsque tu as des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis. Je comprends que le secondaire, c'est rough. Je comprends que peut-être que l'objectif, c'est d'aller au plus difficile possible, mais lire la réalité que je vis en ce moment dans une situation complètement différente, dans le sens que, tu sais, nous, on a essayé pendant 1 an, puis après 1 an pour avoir un enfant, donc, tu sais, c'est quelque chose de voulu, c'est un processus, c'était une discussion, j'ai le double de l'âge de cette fille-là, donc, tu sais, c'était un événement heureux de savoir que j'étais finalement tombée enceinte. Elle, c'est la pire chose au monde qui pouvait arriver. Et je comprends, là, comme moi non plus, j'aurais pas voulu être enceinte à 15 ans. Puis par la suite, on vivait les semaines de grossesse, puis elle utilisait le jargon que moi-même j'utilise, dans le sens que, je sais pas trop, la semaine 12, c'est la même grosseur qu'une lime. Puis là, je lisais ça avec ce qu'elle vivait autour, puis ça faisait trop référence à ce que moi je vis en ce moment, mais dans un contexte complètement différent. Puis j'avais pas envie que mes souvenirs, que mon expérience soit teintée par la sienne, tu sais, puis que ce que je sache des prochaines semaines à venir, c'est ce qu'elle a senti, puis comment elle a trouvé ça, parce que je vais m'en souvenir vu que c'est en ce moment que ça se passe. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de l'abandonner. Je me suis dit à un moment, je suis capable de le lire jusqu'à la fin, puis ça se lit tellement vite, ça sera pas long, la douleur sera pas si pénible. Mais finalement, je me suis dit que pour ma santé mentale, puis pour mon expérience de grossesse, c'était vraiment mieux que je l'arrête pour que ma page blanche reste ainsi et ne soit pas teintée de ses expériences malgré tout négatives et de son parcours difficile. Donc, je pense pas que je vais être capable de reprendre ce livre-là dans les prochaines années. Je me suis dit, ah bon, après ma grossesse, peut-être que oui. Mais en même temps, ça va être quand même assez frais, ce que je vais avoir vécu. Il est peut-être un petit peu trop tard pour moi pour avoir lu ce livre-là, ou sinon, ça serait comme dans 5-10 ans. Mais malheureusement, c'est ça qui s'est passé pour ce livre-là. Comprenez que j'ai aucun doute que c'est un bon livre, c'est juste que c'est pas fait pour moi, pas en ce moment. Je pense vraiment que c'est un livre fait pour les adolescents qui peut-être sous-estiment la réalité que pourrait être d'avoir un enfant et le fait de se protéger. D'ailleurs, ça aussi, ça m'a un peu embêtée parce que bon, tu sais, Jordan est tête en l'air, puis il prend pas trop ses responsabilités d'un certain sens, là, fait pas trop attention. Mais, tu sais, il y a l'autre côté aussi là, de tout ça, puis... Ah, le secondaire. Moi, puis la popularité, puis toutes ces étapes-là, c'est vraiment des sujets qui me font grincer des dents, là. Les gens qui se prennent au top of the world, puis... Ah, ouais, non, c'est un monde que je vais mieux oublier. Par la suite, j'ai lu... Ben, en fait, c'est un collectif, mais c'est pas un collectif de nouvelles. Je vous dirais c'est un roman séparé en 4 gros chapitres où chaque auteur, les 4 auteurs ont écrit un chapitre. Donc, il y a les 4 saisons. Donc, les Cicatrisés de Saint-Sauvignac, Sarah Bertium, Mathieu Henfield, Jean-Philippe Berguérard, Simon Boulris. On est dans une petite place, un petit village où il se passe absolument rien la plupart du temps. Et puis là, ils vont installer un parc glissade d'eau. Donc, les enfants sont bien énervés de tout ça et ont très très hâte. Sauf que dès la première journée de l'ouverture, il va y avoir un drame. Donc, il y a un clou qui est resté sur une des glissades et tous les enfants qui vont avoir fait ces glissades-là vont avoir une cicatrice due à cette glissade-là. Comme je vous disais, c'est séparé en 4 saisons. La première saison, c'est Sarah Bertium qui l'a écrite. J'ai un peu de misère avec cette autrice. C'était la première fois, je pense, que je la lis. Lorsque j'ai commencé à lire le roman, j'étais vraiment mal à l'aise par rapport au fait que le protagoniste fait une fixation, ma foi, malsaine sur la poitrine de sa sœur. Et ça lâche pas, là. C'est comme on parle de ses seins pendant une bonne quinzaine de pages, puis on y refait référence. Puis j'étais comme, je comprends pas, qu'est-ce que ça apporte de plus à l'histoire? On aurait pu juste dire qu'elle est obsessive à savoir qu'est-ce qu'elle fait, mais j'aimais pas beaucoup comment je me sentais dans ce premier chapitre-là. Et il y avait aussi l'utilisation de certains mots qui ne devraient
plus être utilisé en 2022. Je comprends que ça n'a peut-être pas été publié maintenant, ça a été publié en 2011, mais on réutilise le mot d'ailleurs dans presque tous les chapitres, sauf celui de Jean-Philippe Barguérard. Le deuxième chapitre, c'est celui de Simon Boulris. Ça se lisait quand même mieux, ça m'a un petit peu moins dérangé, assez fluide. C'est le gros chapitre où il se passe la grosse catastrophe avec les cicatrisés. Lui aussi, il y avait certains mots qui ne sont plus appropriés aujourd'hui, mais sinon, c'était correct. Par la suite, le troisième chapitre, il y avait vraiment un angle différent, plus factuel, plus... je sais pas, il y a quelque chose dans l'écriture de Jean-Philippe Barguérard, puis il y a pas eu de situations qui m'ont trigger. D'ailleurs, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on reparle des mêmes personnages, puis un personnage qui utilise tout le temps un mot pour le décrire qui est inapproprié, mais lui, c'est le seul auteur qui ne l'a pas fait dans les trois. Puis je me suis dit, moi, ils se sont assis à table, c'est peut-être qu'il avait une opinion, lui, sur ce mot-là, puis lui a décidé de pas le mettre, puis les autres, ils ont pas partagé le fait qu'ils trouvaient ça malaisant. Donc, je sais pas comment ça s'est passé. Et puis, le quatrième chapitre, c'est celui de Matthew Henfield. Ça boucle d'une façon, ma foi, assez étrange. Donc, tu sais, c'est un petit roman qui se lit bien. Je peux pas dire que je suis sortie de cette lecture-là en me disant « Ma vie est changée, wow, qu'est-ce qui s'est passé là? » J'ai eu l'impression que j'aurais pu penser cette lecture-là. J'ai lu le collectif de nouvelles, des nouvelles de ta mère. Donc, il y a plusieurs auteurs dans ce petit collectif-là. Et ça va vraiment dans tous les sens, là. On a vraiment mille et une choses différentes. La première nouvelle, c'est Gabrielle Godette sur le selfie-stick. J'ai trouvé que c'était un petit peu redondant, qu'on avait compris le propos, puis ça se voulait un petit peu élitiste là, avec son vocabulaire assez élaboré. Par la suite, il y a eu la nouvelle de Simon Boulris avec Jacob, puis on analyse sa vie en fonction de ses dessins. J'ai trouvé ça bien. Jean-Philippe Barguérard, c'était une pièce de théâtre assez choc, ma foi, qui se lit super rapidement. J'ai très peu de nouvelles de celles de... des nouvelles. De Noémie Chob. Je me souviens que la nouvelle de Simon Lapérière, j'ai trouvé que c'était écrit comme si c'était Jean-Philippe Barguérard. Je trouvais que ça avait un lien avec Sport et Divertissement qu'il a écrit. Sandrine Galland et Hélène Lorrain, c'est une discussion à propos de Taylor Swift. C'est vraiment complètement ailleurs, très différent de tout le reste. La nouvelle de Laurence le Duc Primo, ça m'a fait beaucoup penser au roman Le démon de la colline aux loups. C'est bouleversant. On dirait que c'est le même univers. C'est rough, c'est difficile. C'en est une assez intéressante. Olivier Morin, c'est une bande dessinée super courte sur Éric Lapointe. Daniel Grenier, c'est un auteur avec qui je suis pas trop en amour. J'ai commencé sa nouvelle, puis c'est écrit sans espace. Là. On respire pas pantoute. J'avais pas tant de fun, fait que j'ai fini par ne pas la lire au complet. Je l'ai skippée, chose que je fais très peu souvent, mais ça m'intéressait vraiment pas. Et la dernière nouvelle, qui est d'Antonio Dominguez Leiva, c'est élitiste au bout. J'ai absolument rien compris de cette nouvelle-là. Le vocabulaire très élaboré et j'avais l'impression que c'était une tarte complète. Donc, ça a été très moyen. J'ai terminé une série avec The Gravity of Us de Brittany C. Cherry. C'est la série Elements, qui est une série avec 4 tomes indépendants. C'est juste 4 romances qui ont rien à voir les unes entre les autres, sauf le fait qu'on parle des éléments dans les livres. Donc, dans cette histoire-là, on suit une protagoniste qui se nomme Lucie, ou Lucille, son vrai nom, et on va suivre aussi Graham. Il y a quand même plusieurs choses qui vont se passer avant leur rencontre, mais je sais pas trop comment vous abordez ça sans vous faire des gros divulgateurs, parce que je trouvais ça quand même intéressant la manière que ça a été amené. Graham, il a vécu des choses pas faciles dans sa vie. Il a eu une enfance pas évidente, un père assez abusif verbalement, peut-être un petit peu aussi physiquement avec lui et avec les autres. Donc,
suite à ça, puis sa mère, il ne l'a pas vraiment connu. Ça a fait en sorte qu'il s'est replié sur lui-même. Et aujourd'hui, c'est un homme qui paraît très très froid et qui cache ses émotions. Il a vraiment peur de s'attacher aux gens parce qu'il a tout le temps l'impression que les gens vont s'en aller. Donc ça, c'est le background de Graham. Et Lucille, elle, en fait, sa mère est décédée il y a quelques années. C'est vraiment une très bonne vivante, un petit peu excentrique, qui croit aux roches, qui a plein de petites traditions, qui croit en différentes choses pseudo-sciences ou très spirituelles. Donc, c'est deux personnes qui pourraient sembler très très différentes et elles vont se rencontrer. On ne s'attendrait pas du tout à ce que ça clique, mais éventuellement, ben, c'est une romance. Donc, vous comprenez? C'est une histoire, au départ, qui n'était pas vendue pour moi. Ben, j'aime toujours la plume de Brittany C. Cherry, elle a quelque chose de super fluide. Ses personnages sont tout le temps très bien développés, super complexes, multifacettes. Donc, j'aime beaucoup comment elle écrit ça. Ben, dans les 3 autres livres que j'ai lus d'elle, de cette série-là, c'est pas nécessairement son écriture ou tout ça qui me dérange. Parfois, c'est l'angle qu'elle choisit dans ses romances. Je pense malgré tout que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup de tropes dans les romances. Je suis pas souvent gagnée d'avance. Donc, malheureusement, c'est ça qui s'est passé avec elle pour les tomes 2 et 3. Le premier, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, encore une fois, tu t'embarques dans l'histoire. Il y a quelque chose de comme, pas dur, mais comme tu sens qu'il y a des cicatrices dans tous ces personnages-là, puis que c'est quand même un monde pas super facile, puis qu'il y a des défis à surmonter. Il faut un petit peu de résilience. Tu rentres dans ces livres-là, puis il y a quand même plusieurs choses qu'on apprend sur les personnages. Donc, on voit que le chemin ne sera pas facile devant eux. Au départ, c'était pas gagné parce qu'il y a le trope de leur romance. J'ai pas envie de vous le dire parce que j'ai l'impression que ça gâche un petit peu une petite partie là, du début. Et c'était pas quelque chose que je me disais que j'allais apprécier. Puis j'avais vraiment hâte de voir comment elle allait élaborer à propos de ça. Et j'ai vraiment aimé comment elle l'a fait. Je sais pas pourquoi je suis aussi sensible dans mes romances parce que Dieu, ça, c'est à quel point j'ai eu mes années moi aussi et en tant que type 9, énéagramme, très peu bonne à communiquer toute émotion avec mes partenaires de façon générale. Ça s'en vient, c'est meilleur, mais tu sais, je fais tout pour éviter tout conflit et toute confrontation, donc ce qui veut dire parfois d'éviter de parler des choses importantes et de faire des actions, mais de pas avoir parlé avant. Donc, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est blanc comme neige, là, tu sais, j'ai fait de la peine à du monde dans ma vie. Donc, je sais pas pourquoi parfois ça me titille tant que ça, puis là, en voyant ces deux personnages-là qui avaient un enjeu entre eux, j'avais tellement hâte de voir comment elle allait tricoter autour de ça et j'ai aimé comment elle a fait ça. J'ai vraiment aimé leur romance, j'ai aimé l'explication de pourquoi c'était pas si évident, j'ai aimé le développement des personnages. Ça a vraiment bien fonctionné. Là, je me suis assise en 2 temps pour le lire, puis la deuxième fois que je me suis assise, je l'ai terminé. Les pages défilaient là, tellement rapidement, je me rendais même pas compte, puis j'étais super absorbée par toutes les thématiques, par tout ce qui se passait, j'aimais les personnages, j'avais juste envie là, de savoir comment ils allaient réussir à y arriver. Donc, un beau petit coup de cœur pour cette romance. Je lis tellement pas beaucoup de romances qu'enjoyez le fait que j'en apprécie. Dernier livre dont je veux vous parler pour le mois d'août, c'est le 3e tome de la série Princesse Promise. Ce 3e tome se nomme Les pétales d'une rose, série écrite par Naomi Choret. J'ai déjà vanté à de multiples reprises les premiers tomes, j'avais beaucoup aimé et c'est pourquoi je voulais définitivement continuer cette série-là. J'attendais impatiemment la suite. Au départ, c'était supposé être une trilogie, mais maintenant, c'est 4 tomes. Donc, je vous parlerai pas de ce qui se passe dans le 3e parce que ça serait vous divulgacher pas mal d'affaires. Mais j'avais fait une vidéo complète sur le premier tome. En fait, on suit Mila Rose et Nathan. Mila Rose qui provient du royaume de Trévion et Nathan du royaume de Chander. Et dès leur tendre enfance, ils se visitent à chaque été. Ils savent pas trop pourquoi, ils s'apprécient pas plus que ça. Et finalement, ils vont découvrir qu'ils sont promis l'un à l'autre et ça fait
vraiment pas leur affaire. Donc ça, c'est pas mal le premier tome. Par la suite, ben on s'en va complètement ailleurs dans le deuxième et ben on continue avec tout ça dans le troisième, mais je veux vraiment pas trop vous en dire plus parce que ça serait vous gâcher la lecture de cette série-là. C'est une série young adult avec de la romance. Je vous dirais que elle est présente, particulièrement dans le premier tome. Toujours un petit peu là, mais c'est pas super romance abondante. C'est une série possiblement historique, dans le sens que ça se passe avec des châteaux, puis ça fait pas très contemporain. J'ai lu beaucoup de séries qui ressemblaient à ça, mais je me suis rendu compte que ça avait souvent une twist fantastique, comme Les Sept Royaumes de Cinda Williams Chima, Ash Princess de Laura Sebastian. Il y avait aussi la série de Cynthia Carbonneau, Maleficus, le royaume de l'hiver. Cependant, cette série-là, la trilogie, je ne l'ai pas terminée. Celle-là, c'est une des premières que je lis sans fantasy, mais j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Faut que je vous parle de l'écriture, mais je vous en ai déjà parlé abondamment. L'écriture de Naomi Choret, ça se lit super bien, là. Tu commences ce livre-là et t'as presque terminé, tu t'en es pas rendu compte. Et tous les tomes sont pareils. À chaque fois que je rembarque dans un tome, je suis fascinée à quel point ça se lit bien, que je tourne les pages et que je veux en savoir plus. C'est aussi une protagoniste assez badass. Mila Rose est assez impressionnante. Premièrement, dans le développement de son personnage. On n'est plus où est-ce qu'elle était au tome 1. Elle évolue, elle grandit, puis elle a des réflexions et elle nous amène dans ces réflexions-là. Donc on comprend tout à fait son cheminement, où est-ce qu'elle est rendue. Parfois, on a le point de vue de d'autres personnages qui nous permettent de comprendre aussi l'envers de la médaille ou d'autres situations, d'autres choses qui se passent ailleurs. Dans le premier tome, il y avait un petit peu de Nathan. Il me semble dans le deuxième tome aussi. Ici, on en a peut-être une fois, mais il y a d'autres points de vue aussi qui sont super pertinents. Et à chaque fois, je trouve qu'elle se sauve des stéréotypes, elle se sauve des clichés, des chemins faciles. L'autrice sait où elle s'en va, puis on ressent aussi les messages qu'elle veut nous envoyer et l'évolution qu'elle veut faire vivre à ses personnages. Je trouve vraiment que c'est une super bonne série et je ne peux que la recommander ardemment. Il me reste qu'un seul tome, mais j'ai aucun doute que ça va être incroyable. La dernière chose que j'aimerais aborder à propos de cette série, c'est la page couverture. Ils ont fait une réédition de toutes les pages couverture à partir du 3e et 4e tome. Donc, lorsqu'ils ont publié les 3 et 4e tomes, ils ont décidé de toutes refaire des couvertures à toute la série. Préalablement, ça avait l'air de ça. Donc ça, c'était le premier tome, puis le deuxième, il était plus rouge. Je ne sais pas c'était quoi nécessairement l'objectif derrière ça, s'ils pensaient qu'elle allait plus vendre avec la princesse sur le dessus des couvertures. Ça a tout un petit peu le même look, là, les 4 couvertures. Cependant, moi, ce que je déplore, c'est que j'ai pas l'impression que ça donne vraiment le portrait juste. Je pense pas que ça rend justice à la série, cette couverture-là. Ça donne l'impression que ça va être fluffy, que c'est quelque chose, un remake de la sélection, que ça va être bubbly, que c'est très 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 jeune. Et c'est pas ça. On a une protagoniste vraiment incroyablement intelligente et c'est pas ça qui se passe dans tout le 3e tome, là. On n'est pas pantoute là, puis on n'est pas là vraiment souvent. Donc je trouve que ça envoie un message contradictoire. Je trouve que ça envoie un message que le public cible devrait être plus jeune que ce qu'il pourrait être. Tu sais, moi je suis une adulte de 30 ans et j'ai vraiment adoré cette série et j'adore encore cette série-là. Mais je trouve pas que ça rend justice à ce que la série est. Il y a quelques personnes qui m'en ont parlé par Instagram, puis la couverture rebute un petit peu les personnes plus âgées de mon âge. Et s'il vous plaît, fermez les yeux sur la couverture, ouvrez le livre et vous ne serez pas déçus. Parce que pour vrai, je trouve pas que ça rend justice à la qualité de cette série-là, à la qualité du talent d'autrice de Naomi Choret et de tout ce qu'elle a investi là-dedans et de tout ce qui est fait. Tu sais, c'est pas nécessairement une série qui réinvente le monde, mais c'est brillamment fait. Voilà mon plaidoyer pour Princesse Promise de Naomi Choret. Si vous aimez la royauté, si vous aimez un soupçon de romance, si vous aimez une héroïne avec un développement de personnage incroyable, vraiment forte, vraiment intéressante, vraiment intelligente, avec une écriture réfléchie aussi, s'il vous plaît,
allez lire Princesse Promise. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.